commune de Yopougon, attention, danger sur le pont piéton de l'autoroute du Nord et sur la passerelle du Banco. Comment trouver un stage en entreprise? L'unité de formation et de recherche en communication, milieu et société de l'université Alassane Ouattara nous donne ce soir quelques conseils. Enfin, drame en Afghanistan, un homme a coupé le nez de son épouse après une dispute conjugale. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le mois de janvier tout entier est le mois des vœux du Nouvel An. Alors après les institutions de la République et la classe politique, la presse ivoirienne a présenté aujourd'hui ses vœux au chef de l'État Alassane Ouattara. C'était au palais présidentiel. Le président de la République, qui veut doter la Côte d'Ivoire d'une presse professionnelle et viable, a donc relevé l'aide publique aux médias. Elle passe de 200 millions de francs CFA en 2015 à 800 millions de francs CFA pour la nouvelle année 2016. Je vous le disais dans les titres, deux ponts présentent un grave danger dans la commune de Yopougon. Les garde-fous du pont Banco ont été arrachés après la chute d'un poids lourd en novembre dernier. Depuis lors, ils n'ont pas été réparés. Et au niveau du pont piéton, une toute autre menace, un bloc de béton risque de tomber sur les véhicules en circulation. Venu au mois de novembre 2015 sur l'autoroute du Nord, au niveau du pont du Banco reliant la baie du Banco au quartier Mossikro. Un poids lourd dévie de sa trajectoire, effectue une chute d'environ 5 mètres. Plus tôt, en mai 2009, un minicar de transport en commun avait aussi effectué ce saut périlleux, avec à la clé 3 morts. Les garde-fous en fer qui ont cédé sous le poids du mastodonte depuis le mois de novembre n'ont toujours pas été réparés. C'est dangereux parce que ça met la vie des usagers en danger. C'est dangereux, mais c'est très dangereux. Pas un pont là, ça va chaque fois qu'on arrache, tout le temps il y a les camions qui tombent. C'est dangereux, plusieurs reprises, les voitures sont tombées, c'est que le pont n'est pas bien fait. Toujours sur l'autoroute du Nord, le pont piéton d'Andokwa, dans la commune de Yopougon, n'a pas fière allure. Un bloc de béton pend au-dessus de la circulation. Soutenu par des tiges de fer, il menace de s'écraser à tout instant sur l'autoroute. Le danger plane. Je trouve que c'est très déplorable parce que ce pont est là depuis des années déjà. Et en plus de ça, il y a la charge des gros camions qui endommagent ce pont. Et aussi, les autorités ne font rien depuis, ils sont là, ils traînent. À l'AGEROUTE, structure en charge de l'entretien des ouvrages routiers, la promesse de travaux de consolidation des structures est faite. C'est 4,50 m, vous chargez à 5 mètres et vous voulez forcer. Qu'est-ce que vous faites? Vous détruisez tout ce qui est là. Nous allons couper les fers parce que je vois c'est une poutre, parce que c'est un pont à poutre. Mais il faut que très rapidement, on remplace cet ouvrage. Occasion pour les responsables de l'AGEROUTE d'en appeler, en attendant, à une plus grande conscience des conducteurs. Un reportage de Franck Kouadio et Dramous Koné. Un tout autre sujet à présent. Passage obligé de nombreuses formations. Le stage est devenu incontournable dans de nombreuses filières. Mais trouver un stage peut se révéler être un parcours du combattant. Où trouver des annonces? À qui s'adresser? L'unité de formation et de recherche en communication, milieu et société de l'université Alassane Ouattara a organisé une conférence débat sur les stages en entreprise. Kader Sogodogo et Maria Kobi de RTI Boaké. Comment obtenir son premier stage en entreprise? C'est autour de ce thème que s'est tenue une rencontre d'échange initiée par la direction de l'UFR Communication, Milieu et Société de l'université Alassane Ouattara. Rencontre qui a réuni les étudiants et les directeurs des ressources humaines des entreprises les plus importantes de Boaké. Pour Anzoumana Ouattara, directeur de la dite UFR, il s'agit d'une journée d'apprentissage pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des étudiants. Les directeurs des ressources humaines ont pour leur part donné des conseils aux apprenants pour maximiser leurs chances quant à l'obtention d'un premier stage en entreprise. Lorsqu'un jeune dépose un CV, il le fait relativement à une motivation qui est l'argent. Et je leur conseille de choisir l'argent et de ne pas choisir une entreprise qui correspond à sa qualification professionnelle. Évidemment, ce conseil que je donne, c'est les mauvaises pratiques, comme je l'ai dit. Mais
À eux d'en tirer la suite scientifique moelle pour convertir ça à contrario et en faire des conseils pour les bonnes pratiques. Les étudiants ont encouragé de telles initiatives qui, pour eux, doivent être pérennisées. Concilier la formation à l'emploi, et c'est ce qui nous intéresse. Nous comptons aussi sur ces entreprises pour que leurs portes nous soient toujours ouvertes afin d'entamer avec le stage le début d'une vie professionnelle. Le stage est un pan important de la vie professionnelle. C'est une passerelle entre les connaissances livresques et théoriques et la pratique professionnelle. Nous allons à présent découvrir ensemble un corps de métier très peu connu en Côte d'Ivoire. Il s'agit des assistants dentaires. Ils aident le dentiste, l'hygiéniste dentaire ou le thérapeute dentaire durant les examens et traitements dispensés aux patients. Les assistants dentaires de Côte d'Ivoire souhaitent aujourd'hui l'ouverture d'une école de formation dans le pays. Ils sont au micro de Ami Sissoko. Une journée de soins dans un cabinet dentaire. Des soins prodigués par un chirurgien dentiste. Et juste à côté, la tâche ingrate assurée par cette dame assistante dentaire. L'assistant dentaire est la troisième main, comme nous on dit dans notre jargon, du dentiste. Et parce qu'il est aidé dans ses tâches par l'assistant dentaire. Les assistants dentaires constituent un personnel indispensable à la bonne pratique de la chirurgie dentaire. Si je suis en train d'extraire une dent, qui a beaucoup de sang en bouche, j'ai besoin, pendant le temps où je pose mon acte, que quelqu'un aspire le sang et la salive qui m'empêche de bien voir ce que je suis en train de faire. Plus proche collaboratrice des chirurgiens dentistes, l'assistante dentaire exerce malheureusement dans l'informel. C'est chacun qui recrute qui il veut et il le formate. Vous, selon sa façon de travailler. C'est la pratique qui a cours actuellement ici, étant donné qu'il n'y a pas de structure de formation pour ce corps de métier. Face au manque véritable de formation, les assistants dentaires lancent un cri de cœur. On a près de 1000 assistants dentaires au jour d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous n'avons aucun statut. Nous ne sommes pas reconnus. Nous travaillons comme ça. Comme des clandestins. Nous voulons remédier à cela. Nous avons lancé un cri de cœur aux autorités de la place pour qu'il y ait l'ouverture d'une école des assistants dentaires. Loin de se substituer aux dentistes, ces femmes connaissent cependant leur place. Si tu connais ta place d'assistante, tu ne peux pas faire de soins. À force de regarder le dentiste, ça fait des années que nous sommes avec eux. Tu peux connaître, mais tu ne peux pas. Il y a des risques. Si tu as fait, par exemple, un acte, que ça se complique, tu peux faire la prison. Les assistantes dentaires et les chirurgiens dentistes, c'est comme les dents et la langue. Une bonne formation de ces assistants dentaires pourrait être la clé de l'amélioration du service au profit des patients. L'enquête sur l'attentat de Ouagadougou au Burkina Faso progresse. 4 personnes qui ont conversé avec les djihadistes selon une vidéo de surveillance de l'hôtel assiégé ont été entendues aujourd'hui. L'attaque de Ouagadougou avait fait 30 morts le 15 janvier dernier. Fin de cavale pour Salek Ould Cheikh, ce djihadiste mauritanien condamné à mort en 2011 et évadé de Nouakchott depuis décembre dernier, a été arrêté hier en Guinée-Conakry après avoir franchi la frontière en provenance de Guinée-Bissau. En Afghanistan, une dispute conjugale qui tourne mal. Un Afghan a coupé le nez de son épouse et trouvé refuge chez les rebelles talibans dans une région reculée du pays. Mohamed Ran, 25 ans, a d'abord voulu abattre sa femme, mais son arme s'étant enrayée, il a sorti un couteau de poche et lui a sectionné le nez. Ce drame en Afghanistan a bien sûr suscité de vives réactions. Certaines évoquent la difficile condition des femmes dans ce pays. Il me torturait beaucoup, alors j'ai fui chez mes parents. Ensuite, il y a 40 talibans qui sont venus chez mes parents et qui ont dit qu'ils me garantiraient la vie sauve si je retournais chez lui.
Il a juré sur le Coran. Mais après, quand on est rentré chez lui, il m'a ligoté les mains et il m'a coupé le nez. Pendant qu'il me coupait le nez, il avait 3 cachets dans la main. Quand il m'a coupé le nez, il m'a fait avaler 2 cachets et il a mis l'autre sur mon nez. Il a d'abord essayé de la tuer avec un pistolet, mais l'arme n'a pas marché. Et maintenant il se cache. Nous avons informé les talibans et le gouvernement. Ils sont à sa recherche. Au Pakistan voisin, une offensive revendiquée par le mouvement des talibans pakistanais. Ces derniers ont mené une attaque aujourd'hui contre une université dans le nord-ouest du pays. Bilan, au moins 21 morts et des dizaines de blessés. Au moins 21 morts dans l'attaque d'une université au Pakistan. À Charsadda, près de Peshawar, dans le nord-ouest du pays, 4 talibans ont tué par balle des étudiants avant d'être abattus par les forces de sécurité. L'attaque a été menée en représailles à l'offensive antiterroriste de l'armée en cours dans les zones tribales frontalières de l'Afghanistan. Coup de filet contre des passeurs de migrants. Les polices allemandes et turques annoncent en effet avoir démantelé un réseau en Méditerranée. Lors de perquisitions en Allemagne et en Turquie, 5 personnes ont été arrêtées. Les suspects seraient en majorité des Syriens. Enfin, on a tous des rêves qu'on souhaiterait réaliser, à l'exemple de ce professeur de yoga diplômé de sociologie. Mohamed Ratib, ressortissant palestinien, rêve de fouler la même piste que l'athlète jamaïcain Usain Bolt en août prochain aux Jeux olympiques au Brésil. Et pour atteindre son objectif, il s'entraîne inlassablement. Tous les jours, Mohamed fait des allers-retours au milieu de ce terrain de football. Ce sportif palestinien de 25 ans s'entraîne pour les disciplines phares de l'athlétisme, le 100 et le 200 mètres. Avec un but en tête, décrocher une médaille aux Jeux Olympiques de Rio l'été prochain, malgré le manque d'installations sportives en Cisjordanie. Il y a des stades pour le football, mais pour l'athlétisme et les autres sports, il n'y a rien. Pas d'infrastructure prête où on peut s'entraîner sérieusement. Vous voyez, il y a une piste de 100 mètres, mais elle est en bitume et ça peut causer beaucoup de blessures. Il a eu le déclic en 2013, quand un jeune Palestinien, Mohamed Assaf, remportait Arab Idol, l'équivalent de la nouvelle star dans le monde arabe. Depuis, il s'entraîne avec des exercices trouvés sur YouTube et aux horaires où on le laisse accéder au stade. Mais il reste encore très loin d'Usain Bolt. Au lieu d'utiliser mon énergie contre l'occupation qui affecte nos vies tous les jours, je préfère l'utiliser pour la société que nous construisons. On devrait plutôt construire avec ce qu'on a avant de penser à aller ailleurs. Donc l'idée des Jeux Olympiques, c'est créer de l'espoir pour les gens, dans le cœur des gens en Palestine. L'espoir qu'on est capable de faire quelque chose. Sans aucun encadrement, ce professeur de yoga a fini par trouver un coach au Texas. Après avoir obtenu le visa américain, il a lancé une campagne de fonds sur Internet et réuni 13 000 $ en quelques jours. Désormais, il attend un coup de pouce du comité olympique palestinien. Nous sommes plus que prêts, s'il a les capacités, à l'envoyer pour des entraînements à l'étranger. Actuellement, nous avons beaucoup de sportifs, en particulier pour l'athlétisme, que nous envoyons s'entraîner à l'étranger pour qu'ils participent aux prochains Jeux à Rio. Pour être sûr de participer aux JO, il devra courir le 100 mètres en moins de 10 secondes 16 et Mohamed n'a jamais été chronométré électroniquement. Mais ni les tôles qui s'effondrent sur le stade, ni les travaux d'un immeuble collé à la pelouse ne semblent pouvoir arrêter Mohamed, lancé à toute vitesse vers son rêve de victoire. Voilà, merci d'être resté en notre compagnie et très bonne suite des programmes sur RTI2.